Alors, bonjour à toutes et à tous. Au nom du Fonds de recherche du Québec et de son partenaire, le ministère de la Santé et des Services sociaux, je vous souhaite la bienvenue à cette activité de transfert des connaissances qui permettra d'en connaître davantage sur les résultats issus d'une synthèse des connaissances menée dans le cadre de la première édition du programme de recherche sur l'itinérance, programme lancé en 2023 et pour lequel un concours est présentement ouvert d'ailleurs. La synthèse présentée aujourd'hui a été réalisée sous la responsabilité de Laurence Roy de l'Université de Montréal et elle présentera avec sa collègue Carolina Bottary. Je suis Karine Gendron, responsable de programme à la direction des actions concertées du Fonds de recherche du Québec et c'est avec plaisir que j'animerai la séance d'aujourd'hui. Je suis accompagnée de ma collègue Samia Garba qui s'occupe aujourd'hui des aspects logistiques et techniques, puis qui pourra vous aider en cas de pépin technique. Je la remercie d'ailleurs de veiller sur nous ainsi. J'animerai aussi en compagnie de Judith Arsenault du M3S qui interviendra davantage lors de la période d'échange. Précisons d'ailleurs que le M3S a financé la totalité de ses recherches. En octobre 2023, c'est 735 000 qui ont été octroyés à deux projets. Donc, nous remercions le ministère de s'engager dans le soutien de la recherche sur l'itinérance et de reconnaître son importance afin d'éclairer les décisions, stratégies, actions gouvernementales à mettre de l'avant pour appuyer les milieux pratiques et citoyens. Les objectifs principaux du programme de recherche était d'accroître les connaissances sur les approches d'intervention et d'accompagnement des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, approches qui sont liées aux orientations inscrites dans le plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026, s'allier devant l'itinérance. De plus, il s'agissait de développer et d'améliorer ces approches en identifiant les pratiques prometteuses qui sont adaptées au contexte québécois et les nouvelles avenues, ce, en tenant compte de l'expérience des personnes itinérantes qui y participent et de celle des personnes intervenantes et partenaires du milieu. Puis, le programme vise également à documenter, identifier, évaluer les impacts des actions du gouvernement du Québec dans ce domaine. Il est attendu que les résultats des projets financés bénéficieront directement aux personnes principalement concernées, soit en premier lieu à celles qui se trouvent en situation d'itinérance elles-mêmes et en second lieu aux intervenantes et intervenants de différents secteurs qui travaillent auprès de ces personnes. Vous aurez peut-être compris que ce programme s'inscrit dans la programmation des actions concertées du Fonds de recherche du Québec. Aux actions concertées, ce sont les partenaires qui définissent les objectifs et les besoins de recherche du programme, alors que le fonds est quant à lui responsable de la gestion du financement, incluant en fait la coordination des comités d'évaluation des dossiers déposés, allant jusqu'à l'organisation des différentes rencontres qui permettent aux équipes de recherche de discuter avec les partenaires des ministères et de différents milieux. Nous nous assurons également du respect de la liberté académique et de la propriété intellectuelle des chercheurs et des chercheuses. Au terme de chaque recherche menée aux actions concertées, le Fonds organise une activité de transfert permettant de favoriser l'appropriation des connaissances par les milieux utilisateurs. C'est autour de cette rencontre que nous sommes réunis aujourd'hui. Un grand nombre de personnes est avec nous en ligne, hein. Vous êtes vraiment plusieurs, plus d'une cinquantaine, plus d'une centaine même à être inscrits. Vous provenez de milieux diversifiés, ce qui est bien stimulant, qui promet une période d'échange assez riche, échange que nous encourageons d'ailleurs et que nous souhaitons respectueux et sécuritaire. Pour ce qui est du déroulement de la séance, la recherche sera présentée pendant 45 minutes et nous aurons 15 minutes d'échange qui suivront. Après un bref mot de conclusion, la séance devrait se terminer autour de 10h30. Je l'ai dit plus tôt, je suis accompagnée de Judith Arsenault du M3S qui a généreusement accepté d'animer la période d'échange, proposant ainsi d'être votre porte-voix aujourd'hui, puisque vos questions seront à inscrire dans la boîte de discussion. Vous constaterez que vos caméras et vos micros ne peuvent s'activer puisque nous enregistrons la séance pour la rediffuser sur notre chaîne YouTube du Fonds d'ici quelques jours. Cela dit, je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin puisque la période de questions ne sera pas rediffusée. Par ailleurs, je vous informe que les questions écrites dans la boîte de discussion ne sont pas visibles à l'ensemble des participants et des participantes. Elles ne sont accessibles qu'aux panélistes que vous voyez à l'écran.
N'hésitez donc pas à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent en tête pendant la présentation, puis nous pourrons y répondre à la fin. Donc, sans plus tarder, j'inviterai Laurence Roy et Carolina Bottary de l'Université de Montréal à nous présenter leur synthèse des connaissances s'intitulant Prévenir et réduire l'itinérance chez les personnes ayant une lésion cérébrale acquise, une synthèse collaborative des connaissances. Je me permets, pendant qu'elles amorcent leur partage d'écran, je me permets de les présenter brièvement. Donc, Laurence Roy est ergothérapeute et professeure à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal. Elle est aussi chercheure au Centre de recherche de l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel et au Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté, le CRIMIS. Elle est accompagnée de Carolina Bottary, qui est ergothérapeute et professeure titulaire à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal. Elle est aussi chercheure à l'Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal et au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal. Ces travaux de recherche portent sur la réadaptation communautaire des personnes ayant subi un traumatisme crânio-cérébral avec un intérêt particulier pour les partenariats intersectoriels visant à soutenir les personnes victimes de violences conjugales ou en situation d'itinérance à risque de traumatisme crânio-cérébral. Donc, je vous cède la parole tout de suite et je vous remercie d'être avec nous toutes les deux aujourd'hui pour présenter ce projet. Bonjour tout le monde, on m'entend bien? Excellent. Puis le partage d'écran, ça fonctionne bien? Très bien. Excellent, super. Donc, merci Karine de l'invitation à présenter aujourd'hui, puis du mot d'introduction. Ça nous fait grand plaisir à Caroline et moi d'être là aujourd'hui avec tout le monde pour discuter de la synthèse collaborative des connaissances. On a un 45 minutes, puis on va essayer de le mettre à profit au maximum pour vous partager ce qui a émergé des résultats de la recherche. Puis on est aussi impatient d'avoir vos questions, vos commentaires, puis d'en discuter pendant la période d'échange. Voilà. Sans plus tarder, je commencerai en disant, ben, c'est pas seulement une question théorique. La question des lésions cérébrales acquises et de l'itinérance. C'est pas seulement un objet d'étude, une question intellectuelle. On se rappelle qu'en 2021, en janvier 2021, M. Raphaël André est décédé dans une toilette chimique pendant la pandémie. Ça a été un événement marquant pour plusieurs d'entre vous, entre autres certains d'entre vous qui connaissiez M. André. Et lors du rapport d'enquête de la coroner Stéphanie Gamache, les lésions cérébrales acquises ont été identifiées comme un facteur déterminant dans les trajectoires de soins difficiles qu'a connu M. André. La coroner a par ailleurs formulé deux recommandations spécifiques sur la formation et le déploiement de ressources dédiées aux personnes qui vivent avec une lésion cérébrale acquise. C'est un peu à la mémoire de M. André, puis de toutes les personnes qui sont à grand risque de mortalité et de trajectoires difficiles qu'on veut présenter le webinaire aujourd'hui. Euh, on présente toutes les deux, Carolina et moi, parce que ce serait un peu compliqué là, d'avoir toutes les personnes qui sont à l'écran, qui nous accompagnent, mais on tient vraiment à souligner le travail collectif que ça a représenté. D'ailleurs, dans les milieux collaborateurs, les milieux de recrutement, on n'a pas nommé toutes les personnes. Certaines d'entre elles sont ici aujourd'hui, donc je tiens à souligner entre autres la présence de collaborateurs du RSQ, du Réseau Solidarité Itinérance du Québec. Ça a été vraiment un travail collectif. Je tiens aussi à souligner le travail de William Jubinville et Roxane Ducharme. William qui est toujours impliqué avec nous comme étudiant en doctorat au sein de l'équipe et qui a mené de main de maître la collecte de données et plusieurs des articles là, qui sont en voie d'être publiés à la suite des résultats obtenus. Je tiens aussi à remercier les experts de vécu, deux personnes en situation d'itinérance qui ont vécu une lésion cérébrale acquise et qui ont participé au déploiement du projet, à sa planification et qui ont même accepté une d'entre elles qui a même accepté de témoigner. Donc, on pourra voir son témoignage là, dans les prochaines minutes. Les objectifs de la présentation aujourd'hui, il y en a plusieurs, mais spécifiquement pour l'auditoire qu'on est, puis pour l'échange qu'on souhaite avoir, on souhaite tenir compte du rôle des lésions cérébrales acquises dans une compréhension qui est plurielle de la santé et de la situation des personnes en situation d'itinérance.
L'objectif, c'est pas de dire ben, les lésions cérébrales acquises, c'est ce qui explique l'itinérance. C'est vraiment de dire ben, peut-être que cette lunette-là, on l'a moins eue dans le passé. On a beaucoup regardé la santé des personnes en situation d'itinérance par la lunette de la santé mentale, par la lunette des dépendances, des troubles liés à l'usage de substances, et c'est quelque chose qui est très présent dans l'espace médiatique. Ce que Carolina et moi, on souhaite, c'est faire émerger cette nouvelle lunette où certaines difficultés, certaines situations peuvent être comprises sous l'angle des lésions cérébrales acquises. Et deuxièmement, ben, on veut pour la suite explorer une approche axée sur le droit à la santé des personnes en situation ou à risque d'itinérance, un droit qui, on va le voir, est souvent bafoué dans les situations actuelles. En termes de contexte, ben, je pense que j'apprends rien à l'auditoire, mais parfois on a des gens qui sont un petit peu plus éloignés du champ. On sait que le dernier dénombrement des personnes en situation d'itinérance visible au Québec, dont les résultats sont disponibles, a montré une augmentation très importante de ces personnes. On sait aussi que c'est un phénomène qui continue d'être en expansion. On le voit par les données de la récente énumération des personnes dans les milieux d'hébergement. On le voit aussi simplement là, si on fréquente les rues des différentes municipalités puis des différentes régions du Québec. Et c'est un phénomène, évidemment, là, qui n'est pas seulement axé dans les grands centres, mais qui se déploie partout au Québec. Ce qu'on sait, il y a eu plusieurs recensions des écrits, plusieurs méta-analyses qui montrent que les lésions cérébrales acquises affectent plus d'une personne sur deux en situation d'itinérance. Donc, c'est une très grande proportion. Et on sait également que les TCC ou les traumatismes crânio-cérébraux, je ferai la distinction là, dans quelques instants, modérés à sévères, toucheraient plus d'une personne sur cinq. Et donc, comme on sait que c'est souvent des conditions de santé qui amènent des difficultés fonctionnelles, des symptômes, ben c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant quand on pense que dans la population en général, là, c'est autour de 2 à 3 de la population qui présente cette condition-là. Alors, qu'est-ce qu'une lésion cérébrale acquise? Là, c'est mon petit symptôme de l'imposteur. Habituellement, c'est Carolina qui présente ça. Mais je me permets, je pense avec les dernières années où on a collaboré, je me permets, Carolina, d'y aller. Ok. C'est bon. Euh, alors, une lésion cérébrale acquise, ben, c'est toute atteinte de la fonction cérébrale qui survient après la naissance, donc en période postnatale, et qui est associée à des conséquences plus ou moins graves sur les fonctions cognitives, physiques, de la communication et du comportement. C'est vraiment une lésion qui peut avoir une diversité de portraits selon le site de la lésion, la gravité, le mécanisme. Et on va distinguer les lésions traumatiques. Donc, on entend quand même pas mal parler. On va parler de traumatisme crânio-cérébral, TCC, donc qui va vraiment résulter d'une force externe, soit une chute, un accident de voiture, on en a beaucoup parlé dans le contexte d'accident de voiture, un accident sportif, on en a aussi beaucoup parlé dans le contexte sportif, par contre un peu moins dans le contexte des personnes en situation d'itinérance, puis on va voir que les mécanismes par lesquels ils sont exposés aux lésions cérébrales sont différents de la population générale. On s'est aussi intéressé aux lésions cérébrales non traumatiques. Donc là, qui ne résulteront pas d'un coup à la tête, mais plutôt de choses comme un accident vasculaire cérébral, une tumeur, l'exposition continue à des substances psychoactives, d'autres formes de lésions cérébrales non traumatiques. Est-ce que j'ai bien fait ça, Carolina? Je vais présumer que oui. Super. Alors, qu'est-ce qu'on sait déjà, qu'est-ce qu'on savait déjà là, avant d'amorcer le projet? C'est, on sait que dans la majorité des cas, la lésion cérébrale acquise va précéder. Dans 75 à 90 des cas, selon les études recensées, la lésion cérébrale survient avant un premier épisode d'itinérance. Donc ça, déjà, ça nous allume sur des possibilités de prévention de l'itinérance. Ça nous allume aussi potentiellement sur certaines failles dans nos services de santé qui font en sorte que les personnes soit n'ont pas eu accès à des services ou que les services n'ont pas assuré un filet de sécurité là, pour prévenir la précarité résidentielle chez ces personnes. Donc, quand même, un premier élément important là, qui a été documenté. On sait aussi qu'il y a une relation bidirectionnelle entre les situations d'itinérance et les lésions cérébrales acquises. L'itinérance peut augmenter la probabilité, en fait, augmente la probabilité de vivre une lésion cérébrale acquise, qu'on pense par exemple à des contextes de violence, à des contextes de chute quand les personnes sont en logement précaire, d'autres formes de contextes où il y a plus de risques d'être exposé finalement à une lésion cérébrale acquise. Et d'autre part, on sait que
les personnes en situation d'itinérance qui ont une lésion cérébrale acquise vont vivre plus d'enjeux de santé mentale, de santé physique, de suicide et d'implications judiciaires. On va voir pourquoi dans les résultats de l'étude. Donc ça, c'est des données qu'on avait déjà. On sait aussi que des barrières importantes, là, je vous apprends rien, d'accès aux soins pour les personnes en situation d'itinérance, c'est que certaines de ces barrières-là seraient spécifiques aux personnes qui ont une lésion cérébrale acquise. Donc, ils peuvent avoir encore plus de difficultés de par la lésion puis ses conséquences à accéder aux soins et aux services auxquels elles ont droit. Donc ça, c'est ce qu'on savait déjà avant de commencer le projet. Et bon, Karine l'a bien expliqué, là, le contexte du financement qui a été octroyé à l'équipe. Je tiens à souligner aussi que je pense que c'est quelque chose qui a été aussi vécu. On l'a entendu beaucoup des milieux de pratique, des milieux communautaires en itinérance, de dire, ben, on voit qu'il y a des personnes qui ont ce type de profil-là, qui ont reçu des coups à la tête. On ne sait pas trop comment agir, c'est quoi les meilleures pratiques. Et donc, je tiens à souligner quand même il y a eu beaucoup de questionnements, je pense, qui ont mené vers le projet de recherche aujourd'hui par les milieux communautaires en itinérance, puis les autres milieux de pratique qui accompagnent les personnes. Nos objectifs principaux dans le projet, ben, c'était de comprendre les parcours et les points de bascule vers l'itinérance. Donc, on sait que souvent, la lésion cérébrale acquise arrive avant un premier épisode d'itinérance, mais il n'y avait pas de données sur comment est-ce que ça se passe, c'est quoi les principaux points de bascule, ainsi que les besoins, les enjeux d'accès aux services, donc du point de vue des personnes premières concernées. On a aussi souhaité identifier des pratiques prometteuses de prévention et de réduction de l'itinérance auprès des personnes en situation d'itinérance qui vivent avec une lésion cérébrale acquise, puis regarder les facilitateurs et les obstacles à leur mise en œuvre en contexte québécois. Finalement, et c'était un des objectifs de l'action concertée elle-même, ben, c'est de proposer des recommandations pour le développement d'une offre de service plus adaptée au Québec. Alors, si vous voulez en savoir plus, là, je plug quand même le rapport là, qui est disponible depuis juillet sur le site du FRQ, qui vous donne évidemment là, beaucoup plus d'informations que ce que je peux vous présenter aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter pour aller un peu plus loin. Alors, rapidement, ce qu'on a réalisé entre octobre 2023 et octobre 2024, on a fait une synthèse des écrits. On voulait aller voir dans la littérature internationale qu'est-ce qui se fait comme pratique de prévention puis de réduction de l'itinérance chez cette population-là. En parallèle à ça, on est allé à la rencontre des personnes premières concernées. Donc, on est allé colliger des informations que je vais vous présenter sur les parcours, les points de bascule des personnes en situation d'itinérance qui ont eu une lésion cérébrale acquise. On a présenté ces résultats-là à des intervenants et des gestionnaires impliqués dans les parcours de soins puis d'accompagnement des personnes et on est allé faire des groupes d'entretien auprès des intervenants et des gestionnaires. Je pense qu'une chose qui a démarqué le projet, c'est qu'on a été très investi dans des activités de mobilisation et d'échange de connaissances. C'est pas la première fois qu'on présente. Certains d'entre vous ont peut-être entendu déjà des extraits ici et là. Un des éléments qui a été important, là, c'est de souligner tout le partenariat avec les milieux communautaires en itinérance qui ont été mobilisés depuis le début. Puis dans chacune des équipes là, qui nous ont aidés avec le recrutement, on est allé présenter ces résultats-là. Donc, ça a été un élément important du projet. Donc, Mais on oh, ne ben, voit pas, je ne Laurence. vois pas, j'ai fermé ma caméra. Merci, Caroline. Merci beaucoup. Donc, encore vraiment merci à la personne qui a témoigné. Son témoignage illustre beaucoup des points dont on va parler assez rapidement, là, des faits saillants des entrevues. Donc, évidemment, là, chaque parcours est différent, mais ça nous donne vraiment une image concrète là, des conséquences possibles des lésions cérébrales acquises, puis comment ça peut interagir avec la situation résidentielle. Donc, je vous présente les résultats des entrevues qu'on a menées auprès des personnes en situation d'itinérance. On a fait une étude qualitative descriptive auprès de 26 participants qu'on a recrutés en collaboration avec les organismes partenaires à Montréal et à Québec, que je remercie. Les personnes devaient être âgées de 18 ans et plus en situation d'itinérance dans les 5 dernières années et avoir au moins une lésion cérébrale acquise, soit diagnostiquée ou soupçonnée. Pourquoi? Parce qu'on faisait passer un questionnaire de repérage ou de dépistage de, de la lésion cérébrale acquise, le Ohio State University TBI Identification Method, qui nous permet d'aller, donc pas poser un diagnostic, évidemment, on ne peut pas faire ça, mais plutôt d'aller explorer les lésions cérébrales acquises que la personne aurait subies au cours de sa vie, puis d'aller voir les conséquences de ces lésions-là. Par la suite, on a fait des entretiens d'histoire de vie avec représentation visuelle où on demandait à la personne de dessiner le premier endroit où elle se souvenait avoir habité
puis par la suite de nous expliquer son parcours avec, entre autres, son parcours autour des lésions cérébrales acquises, de sa situation résidentielle, des services reçus, des relations sociales, etc. Donc, des entretiens très riches qu'on a ensuite analysés. Là, donc, je ne rentrerai pas dans les détails de l'analyse, je pourrais le faire pendant la période d'échange s'il y en a qui le souhaitent. Rapidement, les profils des participants rencontrés. Donc, on a rencontré 16 hommes et 10 femmes, beaucoup de personnes dans la fin quarantaine, au début soixantaine. On est quand même allé vers un milieu communautaire auprès des jeunes pour aller recruter des participants plus jeunes. Donc, on a une belle diversité d'âge entre 21 et 68 ans. En moyenne, les participants avaient subi 4,7 lésions cérébrales acquises au cours de leur vie. Un seul participant avait eu un traumatisme crânio-cérébral sévère, les autres en avaient eu plusieurs. Euh, 77% des participants avaient eu une première lésion cérébrale avant l'âge de 18 ans. Et près de la moitié avaient eu au cours de leur vie une période d'impact répété à la tête. Donc, je tiens à préciser que quand on documentait une période d'impact répété à la tête, ça comptait pour une lésion cérébrale acquise. Donc, la moyenne de 4,7 est probablement une sous-estimation, est une sous-estimation. Ces périodes d'impact répétées à la tête sont survenues en contexte principalement de violence subie, donc soit de la violence familiale ou de la violence conjugale. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve, là. Contrairement à la population générale, la principale raison, principal contexte de survenue des lésions cérébrales acquises chez cette population-là était la violence subie, suivie des accidents de la route, des accidents sportifs, là, puis d'autres formes de lésions. On a documenté quand même de la comorbidité aussi chez les personnes. Donc, pour plusieurs, elles vivaient à la fois avec une lésion cérébrale acquise, mais aussi un trouble mental, la consommation de substances dans le passé ou dans le présent, et des problèmes de santé physique autres que la lésion cérébrale acquise. On comprend bien dans le témoignage de l'expert de vécu comment ça peut s'expliquer. En termes de parcours, donc ici, on a voulu regarder c'est quoi les parcours types. Donc, sans vouloir rentrer les gens dans des boîtes nécessairement, qu'est-ce qu'on a observé en termes de parcours puis de point tournant vers l'itinérance. Dans un premier parcours, on a vraiment des personnes, et c'est des hommes dans l'échantillon qu'on a documenté, pour qui la lésion cérébrale acquise a amené un changement dans leur comportement, donc de l'agressivité, de l'impulsivité, de l'irritabilité, qui n'ont pas été soutenus nécessairement ces besoins-là, qui ont contribué à effriter les liens avec leur entourage, donc évidemment par les comportements, et qui ont, dans la plupart des cas, entraîné la judiciarisation des passages par des établissements correctionnels. Dans un deuxième profil, la lésion cérébrale acquise était aussi un premier ou un principal point tournant vers l'itinérance, mais ce sont davantage des participants plus âgés, donc entre 58 et 68 ans, qui ont vécu un premier épisode d'itinérance plus tard en raison des conséquences fonctionnelles de la lésion cérébrale acquise. Donc, après la lésion, difficulté à retrouver l'emploi, à trouver un revenu stable, puis assez rapidement, ça a mené à une perte de logement. Dans un troisième profil, on a vraiment une trajectoire où les personnes ont subi des violences importantes, puis beaucoup d'adversité tout au long de leur vie. C'est impossible pour nous de distinguer les besoins qui étaient liés à la lésion cérébrale acquise, qui était une des conséquences des violences, par rapport à d'autres conséquences, comme par exemple l'isolement social, la consommation de substances psychoactives, des troubles de santé mentale. Et un dernier profil où la lésion cérébrale était plus à l'arrière-plan. Donc, comme pour les autres profils, ça contribuait au maintien dans l'itinérance, mais c'était d'autres enjeux, principalement des enjeux relationnels, qui étaient des points tournants importants vers l'itinérance. Les thèmes principaux qui sont ressortis, je vais passer rapidement. On a évidemment beaucoup parlé avec les participants des expériences dans les services. On a aussi parlé des proches et d'entourage et finalement de la lésion cérébrale acquise comme frein à la sortie de l'itinérance. Pour les expériences au sein des services, ce qu'on a vu, c'est que les milieux communautaires et les équipes de proximité rencontrées par les personnes étaient généralement vus de façon positive, des endroits où il était possible de se poser, de développer des liens de confiance avec les intervenants. Par contre, certains participants nous disaient que ces milieux-là étaient souvent peu outillés pour répondre aux besoins spécifiques liés à des enjeux de santé comme la lésion cérébrale acquise et que les comportements liés à la lésion pouvaient amener des exclusions de ces milieux-là. En termes de services de santé généraux, donc par exemple médecins de famille, services de santé à l'urgence et les services sociaux judiciaires, que ce soit dans le milieu
de la protection de la jeunesse ou dans les établissements correctionnels, ce qu'on voyait, c'est que en fait, il y avait peu de reconnaissance de la lésion cérébrale acquise. Même si les lésions avaient été observées, souvent, il pouvait y avoir une recherche de soins d'urgence, mais ça n'allait pas au-delà de ça. Puis la symptomatologie liée à la lésion était attribuée complètement à l'usage de substances ou à un trouble mental. Donc, il y avait comme une attribution spécifique et peu de reconnaissance de la lésion. Puis quand on parle de services spécifiques à la lésion cérébrale acquise, donc par exemple les centres de réadaptation en déficience physique, la traumatologie, il y avait une expérience positive des services d'urgence. Donc quand j'ai eu mon AVC, quand j'ai eu mon coup à la tête, on m'a amené à l'hôpital, j'ai été bien reçue, etc. Mais par contre, dans les suivis, les ressources à plus long terme, on voyait que les milieux étaient peu outillés pour répondre aux besoins liés à la vulnérabilité sociale. Donc, par exemple, la comorbidité avec la consommation de substances ou le risque d'itinérance. Tous ces phénomènes-là faisaient en sorte qu'il y avait plusieurs exclusions, des fins de suivi précoces, mais aussi du non-recours au service. Donc, les personnes, même avec un nouveau traumatisme crânien ou de nouveaux symptômes, par exemple liés à un AVC, n'allaient pas aller vers les services à cause de ces expériences négatives. Les proches et l'entourage, c'est un autre élément qui est ressorti des entrevues comme un facteur de protection de l'itinérance le plus important. La plupart des participants ont nommé que des proches, des parents, des mères en particulier, avaient été présentes tout au long de leur vie comme facteur de protection de l'itinérance, mais qu'au fil du temps, ces liens sociaux-là se sont effrités, soit parce que les proches sont décédés, ont vieilli, ont eu des problèmes de santé, soit en raison des comportements difficiles des personnes qui pouvaient ou non être liés à la lésion cérébrale acquise puis à la consommation de substances. Finalement, le dernier thème qui est sorti, c'est vraiment la lésion cérébrale acquise comme un frein à la sortie d'itinérance. Les participants rencontrés vivaient avec différentes difficultés. L'expert de vécu a témoigné de ça, des hypersensibilités sensorielles, par exemple à la lumière et au bruit, qui amenaient une difficulté à tolérer les milieux collectifs, les milieux d'hébergement, des difficultés cognitives au plan de la mémoire, de l'attention, de l'organisation, de la douleur, de l'endurance limitée. Donc, différentes difficultés qui faisait en sorte que les personnes présentaient une difficulté, je l'ai dit, à tolérer les milieux collectifs en raison de tout ce que ça implique, là, comme nécessité de s'organiser puis de tolérer l'environnement. Ça impliquait également des limitations fonctionnelles qui devaient être considérées en hébergement et en logement, et donc des besoins plus complexes. Quand on pense à la faible ou la non-disponibilité de n'importe quel type de logement, mais si on va vers des logements qui sont accessibles pour les personnes vivant avec des limitations fonctionnelles, c'est encore plus compliqué et difficile. Donc, pour la prochaine partie, je laisse la parole à ma collègue Carolina. Donc, je vais continuer à gérer le partage d'écran. Donc, tu me feras signe si ça ne convient pas, Carolina. Parfait, merci. Donc, on a fait une revue de la portée pour essayer d'identifier justement les pratiques prometteuses. Donc, qu'est-ce qui a été fait ailleurs qui pourrait nous pister sur ce qu'on pourrait considérer faire ici au Québec? C'est quoi à quel niveau est-ce que c'est avancé et tout. Donc, on va vous en présenter un petit résultat de ça. Donc, on s'est surtout intéressé vraiment à tout ce qui est la prévention. Donc, la prévention au niveau des pratiques de prévention de l'itinérance et des pratiques de réduction de l'itinérance. On a trouvé une seule intervention qui était déployée en centre de réadaptation, plusieurs ou quelques-unes là, qui étaient en communauté, dans les services communautaires, et d'autres qui sont, c'est là qu'on a eu un grand nombre là, dans les services judiciaires correctionnels. Et ensuite, dans les pratiques de réduction de l'itinérance aussi, là, on a trouvé des études intéressantes. Donc, on veut vous en présenter juste deux, juste pour illustrer un peu là, ce sur quoi on pourrait s'inspirer pour essayer là, d'adresser tous les problèmes et les besoins qui viennent d'être présentés à date dans la conférence. Donc, il y a une approche qui s'appelle le Neurobehavioral Research Project. Tu peux tout l'afficher, oui, merci. Donc, ici, ce qu'on cherche, c'est une intervention de type réadaptation en communautaire qui vise le maintien en communauté, éviter là, les situations d'instabilité résidentielle, de judiciarisation et
institutionnalisation, désolé. Donc, ici, on parle de participants là, qui sont quand même à distance de leur traumatisme crânien, donc au moins 2 ans, même plusieurs qui sont à beaucoup plus d'années post-TCC. Et ici, on s'intéresse à les clientèles probablement les plus complexes, donc qui ont des troubles de comportement résiduel, un diagnostic de santé mentale et possiblement un trouble d'utilisation de substances. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé des professionnels de la santé spécialisés en traumatisme crânien qui se sont impliqués pour faire de la réadaptation auprès de cette clientèle-là pour améliorer la situation résidentielle, occupationnelle, professionnelle. Donc, l'idée, c'était de travailler pas juste la réadaptation traditionnelle comme on la connaît dans nos programmes plus TCC en ce moment, mais vraiment des programmes intégrés dans la communauté où on va travailler avec l'ensemble des partenaires qui sont déjà dans les milieux communautaires, qui travaillent avec ces personnes-là, qu'on parle d'agents de probation, familles proches, intervenants communautaires, etc. Donc, tous les intervenants. C'est des services directs qui sont offerts à la personne dans leur milieu. Donc, on fait une évaluation fonctionnelle axée sur le comportement. Donc, il y a beaucoup de connaissances qui ont été développées à travers les années là, pour améliorer les problèmes de comportement auprès de cette population-là. Donc, on va essayer d'intégrer ces connaissances-là dans les réseaux communautaires avec tous les acteurs pour améliorer leur capacité de répondre aux besoins de la clientèle. Et ensuite, il y a des ateliers d'éducation, des ateliers de prévention, de gestion de comportements problématiques. Donc, d'amener toutes les connaissances qui ont été développées auprès de la population TCC, principalement ceux avec des troubles de comportement, vers le communautaire et en faisant vraiment énormément de partenariats pour utiliser ces connaissances-là. Ensuite, il y a une deuxième intervention qu'on voulait vous présenter comme exemple. Donc ici, c'est essentiellement des répits médicaux. Donc, l'idée pour les personnes qui ont eu une hospitalisation, pas nécessairement pour un TCC, mais pour n'importe quelle chirurgie ou autre, où on sait que les durées de séjour dans le milieu hospitalier, soins de santé, deviennent vraiment de plus en plus courts. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on doit donner congé, mais qu'on ne peut pas simplement retourner la personne dans une situation de grande fragilité, sans soutien, sans support? Donc, ici, ce qu'ils proposent, c'est de mettre en place une équipe, ou ce qu'ils ont fait, et démontrer l'intérêt et la pertinence, une équipe interdisciplinaire pour travailler avec cette personne-là au congé du centre hospitalier et de travailler avec les personnes là, pour améliorer l'accès aux services et l'engagement dans des activités sociales. Donc, c'était vraiment encore une approche de réadaptation. Comment est-ce qu'ils proposent de faire ça? Premièrement, ces personnes-là, ils proposent qu'on devrait commencer par faire un dépistage du TCC. Donc, des personnes qui sont admises dans divers programmes en santé physique, mais on a vu qu'ils ont eu une précarité résidentielle, qui ont potentiellement vécu une situation d'itinérance. On dit qu'on devrait faire un dépistage du TCC. Et ensuite, si le résultat est positif, on procède à une évaluation cognitive, une évaluation fonctionnelle pour voir l'impact sur le quotidien de la personne. Et ensuite, on procède vraiment avec toute notre approche de réadaptation. Donc, on va développer un plan d'intervention, on va recommander de l'adaptation de l'environnement dans les milieux communautaires, former le personnel, faire un suivi en ergothérapie, potentiellement dans une clinique de santé urbaine, offrir un soutien pour la stabilisation résidentielle et vraiment juste simplement faire un accompagnement vers un programme TCC Réseau de la santé. Et je redonne la parole à Laurence. Oui. C'est pas ce qui était convenu, mais je peux le faire. OK, ben, je peux continuer. C'est juste une diapo. Donc, on a fait une autre partie de notre étude était de regarder, dans le fond, qu'est-ce qui est incompatible dans les services qui sont offerts à cette population. Donc, au niveau des services, en ce moment, c'est vraiment conçu pour répondre à un besoin de santé à la fois. On a des programmes TCC, on a des programmes AVC, on a des programmes de dépendance, on a des programmes de santé mentale. Donc, c'est vraiment une problématique à la fois. Et il y a certaines attentes par rapport à la collaboration de la personne. Il faut qu'elle soit engagée, il faut qu'elle veuille les services, elles veulent s'impliquer. Et on a souvent besoin de travailler avec un réseau social soutenant afin de, dans le fond, faire en sorte que nos services de réadaptation vont, dans le fond, apporter les changements visés par les services qu'on offre. Toutefois, on travaille avec des personnes qui ont des besoins qui ne cadrent pas bien avec les services
de la façon qu'ils sont conçus en ce moment. Donc, c'est des personnes qui ont des besoins liés à une lésion cérébrale, donc ils ont des difficultés au niveau de la santé physique, problèmes de santé mentale, de la consommation, de la vulnérabilité sociale. Donc, tous les critères qu'on a dans le réseau de la santé, ben, ces personnes-là ne les rencontrent pas. En plus, suite au TCC ou autre, ils peuvent avoir des problèmes de communication, ils peuvent avoir une anosognosie. Donc, ils ne savent pas, comme Martin, qui ont eu une lésion cérébrale acquise. Ils ne reconnaissent pas que toutes les conséquences qu'ils vivent s'expliquent par ça et donc qui ont des stratégies, qui savent qu'il y a des stratégies qu'ils pourraient mettre en place pour améliorer leur fonctionnement. Et souvent, ils ont peu de soutien, peu de réseau. Parfois, avec les années, ils ont effrité ce réseau-là pour en conséquence là, de tout ce qu'ils ont eu à vivre là, dans leur vie. Il n'y a pas grand monde qui reste quand c'est tous ces problèmes-là qui se présentent. Donc, à la fin de notre rapport, on s'est dit, on veut essayer de utiliser tout ça pour donner certaines recommandations à l'ensemble des acteurs là, qui tentent de peine et de misère d'offrir les meilleurs services qu'ils peuvent à cette population-là, considérant tous les enjeux, tous les défis. C'est pas une population qui est facile. Et ce qu'on se dit, c'est qu'il n'y a probablement pas une seule personne qui est capable de répondre à tout ça. Donc, on a résumé nos recommandations en trois grandes catégories. Donc, premièrement, une des choses que, en ce moment, dans le réseau de la santé, un TCC, c'est perçu comme un épisode de soins. On est admis en soins aigus, on s'en va en réadapte si besoin est, suivi externe, et c'est un épisode de soins. Et ensuite, souvent, les services cessent. C'est passé à Connexion TCC, à QTC à Montréal. Donc, ils vont prendre la relève pour les suivis à long terme. Mais on n'a pas une grande mobilisation de reconnaître que c'est à vie que ça reste, surtout quand c'est un TCC modéré sévère. Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir sur la façon dont on pense nos services en TCC pour qu'on essaie de voir comment est-ce que les personnes pourraient revenir dans le réseau de la santé si des besoins s'annoncent en cours de route, comment est-ce que les équipes TCC pourraient rester disponibles, etc. Donc, une perspective plus chronique, il y a une mobilisation à l'ensemble du Canada là, pour reconnaître le TCC comme chronique. Laurent, je te laisse dire les deux autres. Super. Comme vous voyez, on a vraiment travaillé en complémentarité, Carolina et moi, au cours des dernières années. Une deuxième recommandation, ben, ce qu'on voit, c'est que les personnes qui fréquentent le milieu communautaire en itinérance ou en hébergement, logement, vivent souvent avec les conséquences d'une lésion cérébrale acquise et puis vont pas nécessairement aller vers les services du réseau à cause de toutes les barrières qu'on a citées. Et ce qu'on souhaiterait, c'est soutenir le milieu communautaire, vraiment dans une approche de co-développement, de co-intervention, en amenant le réseau de la santé puis les services LCA vers le milieu communautaire en itinérance pour les personnes qui s'y trouvent déjà. Donc, la première recommandation était plus au plan de la prévention. Puis ici, on est plus dans comment est-ce qu'on peut mieux travailler avec les milieux puis les personnes. Puis la dernière recommandation, ben, on voit que ce sont des secteurs qui ont été traditionnellement éloignés les uns des autres, par exemple la réadaptation physique et l'itinérance. On a appris beaucoup, Carolina et moi, en travaillant ensemble, puis on pense que c'est important de continuer à créer, à maintenir des échanges puis des formations qui amènent les secteurs à travailler ensemble. Presque terminé, on approche de la fin. Quelques limites. Donc, on avait un projet d'un an, donc c'est vraiment dans deux régions urbaines que les résultats ont été colligés. Donc, on voit l'importance de prendre en compte dans les prochaines années les réalités régionales ainsi que les réalités migratoires des personnes. On avait 4 personnes dans l'échantillon qui avaient un parcours migratoire, c'est peu, puis on sait qu'il peut y avoir des enjeux spécifiques. On n'a pas colligé la perspective des proches, vraiment pour des raisons de faisabilité, mais on pense que ce sont des acteurs, puis on l'a vu là, dans ce qui se fait ailleurs dans le monde, on pense que ce sont des acteurs incontournables. Dans les prochaines étapes, dans les pistes de recherche qu'on propose, ben, c'est vraiment de voir comment les différentes pratiques qui ont été recensées, elles existent, elles ne sont pas mises en œuvre présentement au Québec. Comment on pourrait co-développer puis réfléchir à l'applicabilité de ces pratiques-là dans le contexte de l'écosystème de soins québécois. À travers nos prochaines étapes, que ce soit en lésion cérébrale acquise ou d'autres conditions de santé chez les personnes, on propose d'avoir une approche basée sur les droits. Si le TCC est reconnu comme une TCC, comme une condition de santé chronique,
on devrait s'interroger sur le respect de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Entre autres, est-ce qu'on répond pour les personnes en situation d'itinérance au droit à un niveau de vie adéquat à la protection sociale, de ne pas être soumis à la violence, la maltraitance, de l'autonomie de vie puis de l'inclusion dans la société. Donc, on pense que ces droits-là ne sont pas respectés présentement, selon les perspectives des personnes rencontrées. Pour les prochaines étapes, et je pense que c'est notre dernière diapo, ben, on souligne à quel point, même si le projet est fini en octobre 2024, donc un peu plus d'un an, les milieux communautaires, les milieux de pratique continuent d'être impliqués. On est en train de, on a eu un petit financement pour co-développer, pardon, ça a été plus vite que ce que je voulais. Non, voilà. Voilà. On a eu un petit financement pour co-développer, voir de quoi ça pourrait avoir l'air une intervention intersectorielle en milieu communautaire là, qui s'arrime avec notre deuxième recommandation. On a aussi d'autres projets, Caroline et moi, entre autres sur la violence conjugale et le traumatisme crânien, où on voit qu'il y a des chevauchements importants avec les données du présent projet, donc entre violence conjugale et itinérance pour les femmes. Pour ceux que ça intéresse, le 14 janvier, on va faire circuler l'invitation. Il y aura un webinaire, La recherche qui fait jaser, où on va aller plus loin quant aux principales recommandations. Donc, ça va être vraiment une période plus de discussion sur les 13 recommandations du rapport de recherche, donc moins sur les résultats. Donc, s'il y en a qui veulent continuer la conversation, ce sera possible de le faire à ce moment-là. Et puis, ben, ce qu'on souhaite, c'est éventuellement avoir un financement pour mettre en œuvre et évaluer une intervention intersectorielle en milieu communautaire. On souhaite développer une étude pilote qui serait notre grosse prochaine étape dans le projet de recherche. Donc, vous avez des références dans les diapos, puis je pense que je vais arrêter le partage d'écran. Merci beaucoup. Merci Judith. Donc bon, mon mot n'est pas, c'est simplement pour vous remercier, hein, tout le monde, le ministère notamment pour avoir financé hein, cette recherche. L'équipe de recherche aussi, on a deux des représentantes, mais on sait que l'équipe est grande. Merci aussi pour les participants, les participantes hein, qui nous posent leurs questions, qui rendent toujours les échanges très riches. Puis, je vous dis, on a dépassé la période de questions. On va juste conclure plus rapidement, mais ça montre hein, qu'il y a vraiment un intérêt puis une importance du sujet. Donc, un grand merci à vous. Je rappelle que la présentation a été enregistrée et sera déposée la semaine prochaine sur la chaîne YouTube du Fonds de recherche. Puis, on va aussi vous envoyer un sondage de satisfaction. Quand vous allez partir, il va apparaître dans votre écran. On vous demande de le remplir si possible. Comme ça nous permet de nous ajuster puis de mieux aussi accompagner là, les ministères, puis nos équipes de recherche là, dans cette activité-là qu'on fait après chaque action concertée, je le rappelle. Donc voilà, j'en dis pas plus, je cède le mot de la fin à Judith. Ben, merci beaucoup, Karine. Tout d'abord, un grand merci là, à l'équipe de recherche de la part du ministère, de nos partenaires. C'était vraiment des travaux d'une très grande qualité qui ont démontré un immense engagement de la part de l'équipe de recherche. C'est des travaux qui ont un impact important en ce moment pour l'accès et la qualité des services pour les personnes qui ont une LCA. Puis ils vont vraiment certainement continuer d'inspirer nos politiques puis de guider les actions sur le terrain dans l'avenir. Je remercie tout le monde pour leur présence aujourd'hui, leur participation. Merci aussi aux partenaires du ministère. Merci à Santé Québec, aux établissements de santé et aux organismes communautaires partenaires et aux participants pour cette recherche. Je remercie aussi évidemment le Fonds de recherche du Québec, secteur Société et Culture, pour sa contribution à la recherche puis pour l'organisation de l'activité d'aujourd'hui. Le chemin est parfois long entre le constat d'un enjeu puis le déploiement de solutions concrètes pour les personnes. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on constate sur le terrain de prévalence assez élevée des personnes qui ont une LCA chez les personnes en situation d'itinérance. Puis depuis, c'est plusieurs personnes qui sont décédées dans la rue, qui ont vu un de leurs membres amputé, qui ont vu leur mieux-être affecté, puis qui vivent une souffrance, je dirais, invisibilisée. Fait que c'est vraiment mobilisant de constater aujourd'hui que toutes ces situations-là sortent de l'ombre. C'est vraiment l'accès à des données probantes, à des partenariats, des recommandations comme celles qui ressortent de cette recherche. C'est avec ça qu'on peut créer une base assez solide pour avancer, même si c'est un petit pas à la fois. Le prochain pas, je crois, pour prévenir et réduire l'itinérance pour les personnes qui ont une lésion cérébrale acquise,
Ça va être à la fois au niveau des orientations ministérielles, puis aussi à la fois dans les pratiques. Par ailleurs, le ministère l'a annoncé à Santé Québec récemment qu'il y aura un financement pour donner une suite à cette recherche. Comme le disait Laurence, là, pour la prochaine étape qui était d'étudier la faisabilité d'une intervention intersectorielle. Puis on est vraiment déjà impatient de voir les résultats. Je pourrais finir par raconter que j'assistais à un événement organisé par Connexion TCC il y a quelques années. Puis une mère d'un enfant qui avait un traumatisme crânien qui avait lancé un cri du cœur devant l'Assemblée en demandant s'il y avait d'autres options pour son enfant qu'un CHSLD ou la rue. Pour moi, qui avait beaucoup côtoyé des personnes adultes en situation d'itinérance qui avaient une lésion cérébrale acquise, c'était vraiment touchant de voir que le manque d'options était même vécu par des mères qui avaient un enfant qui n'était pas encore adulte. Puis je pense qu'en ce moment, on vise ensemble à ce que dans l'avenir, les personnes qui ont une lésion cérébrale acquise puissent faire le choix de la sécurité puis de la dignité. Alors, c'est la fin de mon mot de la fin. Je vous remercie encore une fois à tous et à toutes pour votre participation. Puis je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée. Merci. Merci à tous. C'est juste.